Oui, merci Madame la vice-présidente et Monsieur le vice-président. Tout d'abord, je vais reprendre au vol l'intervention qu'avait préparée mon collègue Franck Longo qui a dû partir. Donc vous m'excuserez si parfois j'alterne entre ce qu'il avait prévu de dire et puis quelques éléments que j'ai ajoutés. Alors un premier mot sur la forme. Vous nous présentez le compte administratif des réalisations 2021 en investissement, mais nous ne retrouvons pas les chiffres du budget primitif. Et donc le comparatif entre ce qui a été prévu et ce qui a été effectivement réalisé, c'est normalement la base d'un compte administratif. Et c'est dommage. C'est une observation que nous avions déjà formulée lors des précédentes interventions. Également, compte tenu du fait que nous avons subi 2 années de crise sanitaire qui rendent difficiles les comparaisons, il serait intéressant qu'on puisse avoir sur ces comptes administratifs une vision un petit peu plus longue. Alors sur le fond maintenant, et peut-être que ça répondra à la question de Georges Oudjaoudi, en tout cas je fais confiance à Franck sur son analyse, il indique que le compte administratif 2021 présente un réalisé d'investissement de 193 millions d'euros, 134 pour le budget principal, alors que le BP 2021 était de 256 millions d'euros pour les dépenses d'équipement contre 232 en 2020. Donc, en fait, 25% de l'investissement qui a été voté qui n'a pas été réalisé. Voilà, je ne sais pas si le vice-président confirmera ces chiffres. Sur les recettes d'investissement hors emprunt, on note une évolution de 56 à 62 millions d'euros en 2021, ce qui reflète l'effort d'optimisation du financement des investissements, et ça, c'est plutôt positif. En ce qui concerne le budget de fonctionnement, au niveau des recettes, ce qu'on peut constater, et ça fera plaisir, je ne sais pas s'il est resté à Guy Julien et à Mélina, la fiscalité des entreprises progresse de 4,3 millions en 2021. Alors, effectivement, on sait tous que la situation en France a été celle d'un rattrapage sur l'année 2020, mais il faut quand même se satisfaire du soutien, et j'espère que tout le monde aura l'objectivité de le faire, du soutien que le gouvernement a apporté à nos entreprises, relayé aussi, il faut le dire, par notre collectivité, qui a aidé notamment pour les commerçants à passer cette période difficile. Ça représente un tiers de nos recettes fiscales directes, cette fiscalité économique. Et ceci, permettez-moi de faire un petit retour en arrière. Tout à l'heure, le président et Mélina Héranger faisaient un bond en avant. Moi, je vais faire un petit retour en arrière. Ça éclaire quand même une nouvelle fois le débat que nous avons eu sur le programme Nano et les pôles de compétitivité. Si certains ne sont pas convaincus de l'intérêt que nous avons à aider notre tissu économique local, je pense que ces chiffres devraient leur ramener un petit peu d'éléments, notamment pour financer les politiques auxquelles nous aspirons tous. Et puis, ça doit nous conforter aussi, et je le dis notamment pour Guy Julien, parce que je sais que c'est un thème qui lui est cher, pour continuer à apporter à nos entreprises, notamment en ce qui concerne les conditions d'accueil au niveau de nos EDA et de nos EDI. En ce qui concerne les dépenses de fonctionnement, les dépenses de personnel progressent de 1,5%. Alors là encore, il y a peut-être un effet rattrapage par rapport à 2020, d'où l'intérêt de pouvoir analyser les postes sur les périodes longues. Mais nous n'avons pas non plus oublié, c'est pour ça que j'aime bien moi les périodes un peu plus longues, ce que le rapport de la CRC disait sur les exercices 2014 et suivants, qui avait montré une hausse très importante des frais de personnel. Donc il faut impérativement que nous puissions stabiliser cette hausse. Voilà. Les résultats se retrouvent également dans l'épargne brute et l'épargne nette, ce qui nous permet de dégager des résultats suffisants qui viennent abonder nos recettes d'investissement. Voilà. Quelques mots quand même sur le FPIC. Et là, je cite votre propre rapport. Nous constatons une baisse du prélèvement depuis 2017. Cela s'explique par un appauvrissement du territoire de Grenoble-Alpes Métropole par rapport à la moyenne nationale au regard de 2 critères retenus, le revenu par habitant et le potentiel financier par habitant. Il y a donc là un motif d'inquiétude qui doit nous permettre de nous mobiliser plus fortement pour arriver à maintenir la dynamique d'attractivité de notre territoire. Merci.